Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Aujourd'hui, nous sommes à Cunheim, près de Colmar, au sein de l'EHPAD La Roselière, qui a cette particularité d'accueillir le centre de formation Andy Chien et ses pensionnaires canins pour accompagner les résidents dans leur quotidien. Alors moi je suis Benoît Sévald, donc je suis cadre logistique à l'EHPAD et je suis responsable du centre de formation Andy Chien ici à Cunheim. Donc c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a 115 lits et une dizaine de places d'accueil du jour. Donc on a à peu près 127 résidents et 105 salariés en équivalent temps plein. Voilà, donc on accueille des personnes âgées, soit pour des dépendances physiques ou des dépendances plus psychologiques comme la maladie d'Alzheimer. Et ici, dans cette EHPAD, on a vraiment voulu mettre l'accent sur la qualité hôtelière, sur la qualité de prestation, que ce soit dans les soins, dans les repas, dans les animations. Et c'est pour ça, on en parlera tout à l'heure, qu'on a fait le choix depuis déjà de nombreuses années, enfin c'est notre directeur qui depuis de nombreuses années a fait le choix d'introduire des chiens d'assistance de l'association Andy Chien dans notre établissement pour le plus grand bonheur des résidents. Voilà. Super. Alors, donc là la salle dans laquelle on a mangé, c'est effectivement notre grande salle d'animation où on a le souhait d'accueillir, c'est-à-dire que les résidents peuvent inviter leurs proches. Ouais. Donc tous les jours on a une vingtaine de couverts avec des familles qui viennent manger avec leurs proches autour d'un bon repas servi à table. On a ensuite, ça c'est le jardin d'été. Là malheureusement en hiver il est peu utilisé, mais en été tout est fleuri. On a une machine à glace italienne en libre service, donc pour salariés, familles, résidents, tout le monde peut venir se servir. Donc c'est assez chouette, il y a les petits enfants qui viennent pour manger la glace, les grands-parents du coup qui peuvent profiter des petits enfants et des enfants. Tout le monde peut se mettre dehors. Oui, on a l'impression d'être dans un hôtel, clairement dans une résidence de vacances. Ça donne vraiment cette impression. C'est ce qu'on essaye en tout cas d'impulser comme philosophie. L'idée est vraiment de mettre le résident au centre de notre attention. Que le résident puisse inviter sa famille, qu'il ne soit pas coupé finalement de ses proches parce qu'il vient en EHPAD. Donc là on est dans la salle principale, le restaurant. Donc vous voyez qu'on essaye de dresser les tables comme au restaurant, des verres à pied, des verres à eau, plusieurs services, les nappes, les surnappes. On a un service de restauration dédié, donc c'est-à-dire des personnels. On a un chef de restaurant et il a une équipe vraiment dédiée à la restauration. Ils ne font que ça, ils ne font pas de soins, ils ne font pas de ménage, ils font que de la restauration. Du petit déjeuner, déjeuner et dîner. Okay. Voilà. Donc ici c'est la salle des personnes, on va dire, les plus autonomes, qui sont en capacité de manger seules à plusieurs autour de la table. Des petites attentions comme le café servi, non pas dans un gobelet, mais voilà, dans une tasse, avec le petit chocolat, avec la petite soucoupe. Le chariot de fromage pour que chacun puisse choisir le fromage qu'il désire. Le chariot de dessert, pareil. Tous les jours, on a aussi plusieurs plats de substitution de manière à ce que les résidents puissent toujours avoir un plat qu'ils apprécient. Pour nous, l'aliment est le premier médicament. Ici, vous avez la salle des personnes plus dépendantes. Donc, ce sont des personnes qui vont être assises avec au moins un soignant ou un bénévole qui vont les accompagner pendant le repas et les aider à manger, à se nourrir, avec éventuellement des textures adaptées, des textures qui leur permettent de manger sans fausse route. Il y a un service de cuisine avec une cuisine interne. Donc, la plupart de nos repas sont faits maison, avec des desserts faits maison, des goûters faits maison. Nous avons aussi ensuite le service des soins avec un médecin à plein temps, 2 kinésithérapeutes, une psychologue à plein temps, une diététicienne à temps partiel, Vicky aide-moi. On a des aides-soignantes, des infirmières, des veilleuses de nuit. On a une pharmacie interne avec une pharmacie hospitalière qui nous permet d'avoir une bonne réactivité au niveau de la médication des résidents. Voilà, donc finalement on a une petite société avec tout ce qu'il faut pour à la fois l'aspect hébergement, hôtellerie et l'aspect médical. Donc un résident peut venir directement de l'hôpital chez nous sans passer par un SSR par exemple, un service de soins de suite et de réadaptation. On a tout ce qu'il faut pour le prendre en charge. On gère l'accueil des résidents autonomes jusqu'à la fin de vie.
Donc ici c'est notre accueil de jour. Donc il y a un service dédié, donc des soignantes qui sont toujours là toute la journée avec les résidents. L'idée est d'accueillir des résidents qui vivent à domicile, qui ne vivent pas chez nous, surtout pour soulager les aidants. Oui. Donc ils viennent 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Ils viennent ici faire des activités, faire de la pâtisserie. Là vous voyez après le repas, c'est le temps du film tranquille, et éventuellement d'une petite sieste. Oui. Voilà. Ils peuvent prendre leur petit déjeuner et leur déjeuner ici. D'accord. On a un service aussi d'accueil de jour à la carte où les gens peuvent déposer leurs parents ne serait-ce que 2 heures ou 3 heures, le temps de faire une course, d'aller chez le médecin ou autre. On prend soin des résidents, mais vraiment l'idée est aussi d'aider les aidants à domicile qui souvent s'épuisent. D'accord. Est-ce que ça, en termes juste de financement, les personnes qui viennent une journée ou deux, qui financent en fait? Ce sont les familles qui financent? Il y a des aides pour ça, pour pouvoir... Alors oui, vous avez donc les familles financent, enfin le résident finance sa journée d'accueil du jour, mais vous pouvez faire une demande et y recevoir des subventions pour financer cet accueil de jour à hauteur d'un certain nombre de jours dans l'année, d'un certain montant dans l'année, en fonction de votre niveau de dépendance. D'accord. Donc typiquement, des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer avec une dépendance cognitive, qui vivent à la maison, peuvent bénéficier de ce type d'accueil. Ok, d'accord. Voilà, après je ne sais pas si vous voulez visiter plus en avant ou non, là c'est la salle principale. Oui. Alors vous voyez que Lydia, qui est une de nos bénévoles handichiens, donc elle est salariée de l'EHPAD mais bénévole handichien. Ouais. Elle a tout le temps un chien pour handichiens en éducation, donc là c'est Réa, une belle petite lab. Et Réa travaille avec Lydia toute la journée, donc les résidents peuvent bénéficier des caresses, des câlins, de l'aspect ludique du chien lors d'animation. Et donc Réa, elle est chien d'accompagnement social, chien d'assistance, mais spécialisé accompagnement social. Donc l'accompagnement social, c'est la spécialisation handichien qui remet des chiens à des établissements médico-sociaux ou des établissements sanitaires comme des hôpitaux, des IME, des EHPAD, des tribunaux aussi, parce qu'on remet des chiens d'assistance judiciaire pour des enfants qui ont été victimes de violences ou de maltraitance, et on remet aussi des enfants dans des milieux scolaires. Chiens d'assistance. Des chiens, oui. Des chiens, oui, pardon. On remet des chiens à des enfants dans des milieux scolaires. Voilà. Et là, dans le but pour le milieu scolaire? Dans le milieu scolaire, les chiens vont s'intégrer en fait au projet pédagogique. Ça va dépendre du projet. Ça peut être pour des enfants en scolarité classique. Donc là, ça va plutôt être un aspect renforcement pédagogique, d'attention, de s'occuper de l'animal, d'aspect de solidarité associative. Ou alors dans des projets scolaires pour des enfants plus en difficulté ou qui souffrent éventuellement de handicap, où là le chien va avoir peut-être plus une fonction d'assistance et d'accompagnement pour des enfants qui pourraient avoir des troubles du comportement par exemple, ou pour faire de la médiation entre élèves lors de conflits. Voilà, ça dépend vraiment du projet. D'accord. On commence à en remettre depuis 2018, donc c'est un projet encore récent. On a quelques chiens en France et on en remet de plus en plus chaque année. D'accord. En fait, handichien... Voilà, tout est dit. Je te laisse la parole. Donc en fait, handichien éduque et remet des chiens d'assistance à des personnes en situation de handicap, enfants ou adultes. Il le fait gratuitement. Mais handichien a aussi remarqué que les établissements médico-sociaux, les EHPAD, les IME, les hôpitaux avaient besoin de chiens. Pour éduquer des chiens à venir travailler en hôpital, en EHPAD, il faut habituer ces chiens au bruit des machines médicales, aux odeurs très spécifiques des désinfectants utilisés dans ces lieux-là, aux personnes en blouse, aux fauteuils roulants, aux lits électriques, etc., etc. Et donc, il fallait trouver des lieux de formation pour ces chiens. Et l'EHPAD La Roselière, depuis de longues années, depuis 2010, même avant je crois, mais en tout cas à partir de 2010, accueillaient des chiens handichiens pour parfaire leur formation de chien d'assistance auprès des résidents directement. Donc ils intervenaient dans les lits, dans les fauteuils roulants, même pour des accompagnements de fin de vie. Et cela à l'initiative de notre directeur, M. Robert Koller, qui a introduit un des premiers chiens d'assistance en maison de retraite et qui a en même temps écrit une thèse sur comment intégrer un chien en établissement médico-social. Et il s'avère que ce directeur est toujours le même aujourd'hui. M. Robert Koller est aussi devenu président national handichien depuis 4 ans. Et donc, en 2018, ce partenariat qui était relativement informel, les chiens venaient simplement se former ici et être remis ici, on a décidé de créer un centre
officiellement un 5e centre handi-chien dans l'EHPAD, avec la mise à disposition de locaux, donc des bureaux, la création de postes salariés, donc des postes d'éducateurs, un comptable, de secrétaire, un responsable de centre. Et l'idée était par ce 5e centre, d'avoir un centre vraiment spécialisé dans ce chien d'accompagnement social qui gérerait l'ensemble des remises de ces chiens et des suivis de ces chiens dans les établissements. Okay. Donc le Qunheim aujourd'hui est un petit peu la plaque tournante du chien d'accompagnement social, mais il travaille en lien étroit avec les autres centres handi-chiens qui, eux, éduquent les chiens d'assistance de toute spécialité et qui nous envoient les chiens éduqués pour les remettre à des établissements en situation en demande, voilà, pour des personnes en situation de handicap. Et vous avez quelques chiffres à nous donner, chaque année vous apportez combien de chiens aux établissements? Vous avez une idée à peu près? Alors nous on remet à peu près entre 30 et 40 chiens par an. Oui. La pandémie a un petit peu bousculé notre activité, mais c'est à peu près 30 à 40 chiens par an. Nous avons à aujourd'hui à peu près 250 chiens en activité en France, dans des institutions. Après, pour des chiffres plus globaux, incluant tous nos chiens, Handi-Chien a remis en 30 ans 2500 chiens, à peu près, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des établissements. Ok, d'accord. On éduque des chiens, oui. Donc le centre peut éduquer jusqu'à 9 chiens en même temps avec nos 2 éducatrices, mais l'EHPAD a aussi bien sûr des chiens à demeure. Donc on a plusieurs professionnels qui ont demandé et reçu des chiens handi-chiens. On a par exemple notre psychologue qui a Oria, une petite golden, qui vient travailler tous les jours avec cette golden et fait ses entretiens psychologiques individuels ou collectifs avec le chien. On a 2 aides-soignants également qui ont chacun un chien et qui viennent travailler avec. Alors là, ça peut être pour aller faire les soins du résident dans chaque chambre. Oui. Ça peut être pour faire des ateliers collectifs l'après-midi. Et notamment, ces soignants interviennent beaucoup dans notre unité Alzheimer où les chiens donc, vont évoluer toute la journée et vont être mis en relation avec les résidents. Ah bah oui, maintenant elle va faire le tour des miettes, voir s'il ne reste pas quelque chose. Ils sont fous. Il faut que j'aille plus Non. Hein? Mais je viens. Rien de rien. Vous aimez bien quand elle est présente ici? Vous aimez bien quand elle est là? Bah oui, moi j'aime bien les bêtes. Moi, le mien, il était malade, il fallait le piquer. Et après, j'ai dit, j'en veux plus. Historiquement, Marie-Claude Lebray est allée aux États-Unis et s'est rendu compte que là-bas, ils utilisaient des chiens pour assister des personnes qui étaient en situation de handicap, en fauteuil roulant, tétraplégiques, issus de sclérose en plaques par exemple. Ils leur allumaient les lumières, leur ouvraient les portes, leur apportaient des objets. Elle est revenue en France, elle a décidé de fonder Handi-Chien et d'éduquer ces premiers types de chiens. Donc ça, c'est notre première spécialité historique, c'est le chien d'assistance pour personnes à mobilité réduite. Donc justement, une enfant par exemple qui souffre de handicap, d'une pathologie par exemple musculaire ou neurodégénérative, va lui permettre d'ouvrir les portes à sa place, d'allumer une lumière, de lui rapporter un objet, de ramasser quelque chose qu'elle aurait laissé tomber, de l'aider à s'habiller, à se déshabiller. Voilà, il y a de nombreuses applications dans la vie du quotidien, en plus bien sûr d'être son compagnon de vie, un soutien émotionnel quand même tout à fait réconfortant. Ensuite, la deuxième spécialité, c'est les chiens d'éveil, chiens d'assistance d'éveil. Donc ça, ce sont des chiens qu'on va plutôt remettre à des parents d'enfants en situation de handicap, mais plutôt des handicaps du type trouble envahissant du développement. Donc on n'aura pas forcément une aide très technique, mais plutôt une aide, un soutien émotionnel. Par exemple, pour un enfant pour qui le chien va lui permettre de sortir plus facilement de son domicile ou de se calmer lorsqu'il fait une crise, ou au contraire d'être plus stimulé lors de certaines activités sociales. Ensuite, on remet des chiens dits d'accompagnement social. Donc, ce sont les chiens dont nous travaillons le plus ici. Ce sont des chiens qui vont non pas être remis à des personnes handicapées, mais à des professionnels de santé qui interviennent auprès de publics fragiles, donc des médecins, des psychologues, des aides-soignants, des éducatrices. Ils vont être formés à utiliser leurs chiens dans le cadre de leur
métier initial. Donc un médecin va venir faire ses consultations avec le chien, une infirmière va venir faire ses soins avec le chien, etc. L'idée est de permettre de mettre le chien au contact de ces personnes, de ces publics fragiles et de leur apporter tout le bénéfice. Par exemple, calmer une personne lorsqu'elle fait une crise. On sait par exemple que dans les EHPAD, le fait d'avoir un chien dans une unité de vie protégée permet de réduire les troubles du comportement, donc de réduire la médication de ces patients. Les chiens permettent de réduire la sensation de douleur, etc. Ensuite, on a une déclinaison de ce type de chiens qui sont les chiens d'assistance judiciaire. Donc, ce sont des chiens que nous allons remettre à des associations d'aide aux victimes qui vont intervenir dans des tribunaux et des commissariats pour accompagner les enfants victimes de violences, de maltraitance ou d'abus. Ce sont des milieux très traumatiques pour eux. Le fait d'avoir le chien qui les accompagne va leur permettre de libérer la parole et de diminuer la difficulté émotionnelle à être confronté à tous ces environnements. On a donc aussi les chiens d'assistance à la réussite scolaire. Donc, ce sont des chiens remis en établissement scolaire pour participer à la pédagogie des enfants, et soit des enfants dans un milieu classique, soit des enfants dans un milieu dit spécialisé, pour des enfants qui souffriraient de troubles divers. On a la possibilité, par exemple, d'utiliser les chiens pour faire de la médiation, pour éviter les conflits, réduire l'agressivité et la violence. Et enfin, on a des chiens d'assistance détecteurs de crise d'épilepsie. Donc ce sont des chiens qui sont capables de sentir la crise d'épilepsie de leur humain jusqu'à 40 minutes avant qu'elle survienne, de manière à permettre à l'humain de se mettre en sécurité, d'éviter par exemple la chute avec le traumatisme crânien qui va avec. On n'a pas fait les câlins aujourd'hui. Donc la porte autant auprès des résidents qu'auprès du personnel. Oui, je vois. Il y a quelque chose tous les deux, hein. Mais ouais. Et vous, ça vous apporte quoi alors finalement ce chien, je peux vous demander? Ah oui, moi? Oui. De la joie, moi j'aime bien la voir, oui. Ouais, voilà. Vu que j'avais avant un Golden Retriever qui, voilà. Mais je sais pas, avec Auréa, il y a quelque chose. Autant les autres, c'est voilà, mais là, je sais pas. Elle est très câline, c'est ça qui me plaît en fait. Ouais, c'est ça. Hein? Mais oui! Ça égaye votre journée. Je peux dire ça. Ouais, après, quand je me lève le matin, je suis comme super joyeux et tout, tant quoi. Tant mieux, là. Mais voilà. Mais non, mais voilà, encore c'est... un plus. Mais voilà. encore plus avec Auréa. Mais oui, mais voilà. Mais oui. C'est un ensemble de choses ici. Super. Ici, c'est magique, ici. Bah oui, je vois ça. C'est magique. Doucement. Julia aime beaucoup faire rentrer les chiens. Elle s'occupe de faire rentrer et sortir les chiens. C'est vrai quand que moi ils sont aussi. présents. Non, mais... c'est vrai quand on les voit dehors dans Oui, c'est une dame qui par exemple a toujours eu des chiens. Il a fait quoi? Avec un bout de bois. Ah, c'est pour jouer? Ah bah oui, c'est ça. Bah, les chiens en général, oui, ils aiment bien les... Mais c'est ma terrier, il est beau, Oui, ils sont beaux. Ouais. il est sympathique. Tu vas tourner la tête. Ah, c'est Lydia. Il a regardé, il est beau. Il est beau? Ouais. Oui, il est beau, monsieur. Bonjour. Oui, il est beau. Le monsieur ou le chien? Vous êtes aussi beau que lui. C'est vrai. Ils sont beaux les chiens. Ah oui, vous aussi. Ah bah merci, vous aussi. Merci. On est tous beaux ici. Bon. Hop, tu viens? Et donc ces chiens d'assistance détecteurs de crise d'épilepsie vont permettre à ces patients qui souffrent de ces crises d'être plus autonomes. Par exemple, ils vont leur permettre de rester seuls. On a une maman récemment à qui on a remis un chien qui nous disait qu'elle gardait son bébé seul à la maison, elle lui donnait le bain. Le chien dormait tranquillement au salon et à un moment donné il s'est réveillé. Il a couru dans la salle de bain, il est venu lui poquer la cuisse, donc c'est le signe d'alerte. Attention, tu vas faire une crise d'épilepsie, je sens quelque chose. Donc elle a mis son bébé en sécurité, elle l'a séché, elle l'a mis dans le landau. 10 minutes après, elle faisait effectivement une crise d'épilepsie avec perte de connaissance. Ouais. Et elle nous disait, les larmes dans les yeux, le chien a sauvé mon enfant. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors peut-être que si elle n'avait pas eu le chien, elle n'aurait pas pris le risque de faire le bain à son bébé en étant seule à domicile, mais pour une maman, c'est quand même le minimum de pouvoir être un moment seul avec son enfant. Donc voilà le type d'autonomie que permettent nos chiens à ces patients. Voilà. Ouais, d'accord, super. Et ça marche, c'est que à l'olfaction en termes de détection, quels sont Alors il y a encore des recherches qui sont menées dessus. À l'olfaction, oui, c'est sûr, puisque nos chiens, nous les éduquons à l'olfaction, donc avec de la sueur en fait, sur des compresses de patients qui souffrent de crise, au moment de crise. Okay. Donc les chiens sentent quand une crise arrive. Après, il y a des études qui montrent aussi que les chiens peuvent avoir d'autres récepteurs, d'autres signaux, alors peut-être sur le comportement infraverbal, peut-être sur modification de température corporelle, etc., qui peuvent lui indiquer, ou en tout cas le renseigner. Mais l'olfaction est effectivement la caractéristique pour l'instant principale. D'accord. Et par rapport à cette période donc liée à la crise sanitaire,
quelles ont été les conséquences finalement pour vous, on est encore dans cette crise, mais en tout cas ces 2 dernières années, quelles ont été les conséquences un peu des contraintes sanitaires et est-ce que qu'est-ce que ça a pu entraîner au sein de la structure ? Alors c'est vrai que quand la pandémie est arrivée, nous avons dans un premier temps dû demander notamment à nos établissements d'arrêter de faire venir les chiens en établissement, puisqu'on ne savait pas trop comment protéger au mieux les patients et même peut-être les chiens. Donc ça a été très difficile. On a dû continuer de faire des cours famille d'accueil, mais en visioconférence. Alors je vous imagine, apprendre à faire de l'éducation canine en visioconférence, vous imaginez. On a dû effectivement entendre et écouter nos bénéficiaires qui nous disaient être encore plus isolés que d'habitude, puisque c'est déjà difficile pour eux de s'inclure dans la société en temps normal, mais avec les contraintes de la pandémie, c'était encore plus difficile. Mais dans un second temps, ça nous a permis d'avoir un second souffle, puisque justement ces établissements qui avaient beaucoup souffert avaient envie, dès que les premières vagues étaient passées, de remettre de la vie dans les établissements, de remettre du lien social. Et là, nos chiens ont répondu présent. On a beaucoup de nos établissements qui ont voulu réintroduire le chien avec des protocoles sanitaires adaptés, soit de nouveaux établissements qui nous ont demandé des chiens. On a eu énormément de demandes là, à la sortie de la crise pour justement apporter du bien-être aux personnes. D'accord. On a aussi pu développer, alors ça c'est un projet du professeur Grandjean, qui est professeur de sciences vétérinaires à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, qui a développé une méthode de détection de la Covid par le chien, par l'olfaction. Et Handichien a pu former en juin 2021 trois Handichiens avec 3 de ses éducateurs à l'apprentissage de cette méthode. Et aujourd'hui, on a le premier chien qui est actif en établissement qui s'appelle Poca, un de nos Golden Handichiens, qui peut détecter effectivement sur la base en sentant la sueur d'un patient, de dire si le patient a le Covid ou non. Ouais. Donc c'est une démarche tout à fait intéressante puisque c'est indolore pour le patient, pas besoin de mettre un PCR dans le nez d'un résident qui souffre d'Alzheimer ou un enfant en IME pour qui c'est extrêmement violent. Simplement une compresse sous les aisselles pendant 5 minutes. C'est peu cher puisque ça ne coûte que le coût de la croquette et éventuellement le temps de travail de l'éducatrice. Et c'est relativement efficace puisque la dernière étude de la PHP montre un taux de réussite supérieur à 95%. Voilà, pour cette détection. Donc on a ici un bel exemple de l'apport du chien dans le milieu de la santé. Avec des ouvertures très prometteuses, puisque aujourd'hui le professeur Grandjean travaille et Handichien est prêt à travailler avec lui, avec plaisir, sur la détection de maladies. Par exemple, on sait que les chiens sont capables de détecter précocement certains cancers du poumon, des cancers du côlon, de la prostate, du sein, mais aussi des maladies, alors j'espère ne pas me tromper en évoquant la malaria, mais il me semble que c'est la malaria, ou alors des maladies un peu plus de nos pays occidentaux, comme la maladie de Parkinson. Jusqu'à 15 ans avant les premiers symptômes, le chien serait capable, en tout cas des études cliniques sont en cours, pour démontrer que le chien est capable de sentir ces maladies-là, et donc avoir une vraie place dans la détection précoce de certaines maladies, et donc de permettre de gagner des chances aux patients. Okay. Voilà. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à tous pour votre accueil et vos témoignages. Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont l'animal comme outil de médiation sociale, les fausses idées reçues sur la présence de chiens en EHPAD, les possibilités infinies des formes d'accompagnement du chien vers l'homme. Suite de notre visite au sein de l'EHPAD La Roselière le mardi 24 mai. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt.